quand tu es une femme noire, lesbienne, une femme noire, trans, musulmane, handicapée, enfin tu vois, et que tu te vois pas dans la société et que tu vois pas de femmes comme toi à certains postes, que tu vois pas de femmes comme toi dans certains espaces, tu te dis c'est pas fait pour moi. Donc, je m'appelle Wendy Zaibo, j'ai 28 ans. J'ai toujours du mal un peu à me présenter parce qu'on a l'habitude d'avoir un titre pour se présenter et je pense que moi j'en ai plusieurs, j'ai plusieurs casquettes. Donc, je suis entrepreneur, auteur, artiste, journaliste, fondatrice de la plateforme Les Reines des Temps Modernes, qui est aussi un livre. Et voilà, c'est déjà pas mal. Je dirais que la confiance en soi, c'est... Bah, tu sais, quand tu dis, par exemple, je fais confiance à mon amoureux, bah, c'est parce que tu acceptes de te donner, entre guillemets, corps et âme à quelqu'un et que tu acceptes de pouvoir te mettre à nu en acceptant que la personne te fasse souffrir, sans vouloir que la personne te fasse souffrir, enfin voilà. Et du coup, je dirais que par opposition, ben, la confiance en soi, c'est accepter de pouvoir se mettre à nu face à soi-même, c'est accepter de se lâcher corps et âme face à soi-même. Et donc, du coup, pour moi, se lâcher corps et âme, c'est accepter ses rêves, ses passions, ses qualités, ses défauts, apprendre à se connaître. C'est vraiment, tu sais, genre, plonger, genre, diguer corps et âme dans ce que t'es et embrasser ce truc, tu vois, l'embrasser, l'assumer, te dire ok, ça c'est moi et ouais, je me fais confiance, ça m'appartient, c'est à moi, sans forcément ce truc de possession, mais voilà, c'est un peu comme ça que je verrais le truc de la confiance en soi. Tu sais, dans la vie, on est son propre ennemi, du coup, bien souvent, enfin des blocages, t'en as tout le temps. Parce que tu es tout le temps en combat face à toi-même, tu vois. Tu es tout le temps en combat face à ton esprit, tes idées, ta pensée. Et avant de pouvoir dire à quelqu'un, OK, je vais faire ci, je vais faire ça, il faut déjà réussir à se dire à soi-même, je m'autorise à pouvoir le faire. Donc oui, clairement, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai toujours des phases et des périodes où mon moi peut me bloquer ou va me dire non mais t'es pas assez légitime pour faire ça, non mais tu peux pas t'autoriser à faire ça, non mais non mais. Enfin déjà j'ai la chance d'avoir des parents qui nous autorisent, qui nous ont toujours autorisé, tu vois, être ce qu'on voulait. Moi je suis la plus grande, j'ai deux frères. Mon père, il a toujours considéré, en tout cas pour la vie, hein, pas pour certains trucs à la maison, mais que j'étais égale de mes frères, tu vois. Donc du coup, tu vois, j'ai toujours fait des sports de combat. Mon père, tous les sports que mes frères faisaient, ben, je les faisais aussi. Toutes les activités que mes frères faisaient, je les faisais aussi. Donc moi, j'ai toujours eu l'impression que tout ce que j'ai envie de faire, je peux le faire, tu vois, parce qu'on m'a toujours poussé dans cette voie-là. Donc je pense que ce truc-là, c'est super important quand tu es enfant parce que ça te conditionne aussi en te disant, tu as le droit, tu as accès, quoi. Donc je pense que ça m'a déjà beaucoup aidé et c'est pour ça que je pense que l'éducation, ça joue beaucoup pour après conditionner la confiance que pourront avoir les enfants plus tard. Et ensuite, c'est après, tu sais, l'école, les rencontres, ça peut être des blocages parce que des gens, enfin, tu vois, quand tu commences à aller à l'école, c'est là où tu commences à avoir les réflexions, t'es trop ci, t'es trop comme ça. Les enfants, ils sont méchants, tu vois. Donc, ils vont te dire, je sais pas, moi, je me rappelle quand j'étais petite, comme je faisais beaucoup de sport, j'étais ultra carrée, tu vois, mais genre vraiment. Donc, on me disait, ah, t'es pas assez féminine, t'es trop masculine, t'es trop ceci. Donc, ça aussi, c'est des blocages, tu vois, où tu te dis, ah, mais par exemple, je vais pas m'autoriser à faire certaines choses parce que, je me suis toujours dit, on n'a qu'une vie. Et je me dis ça depuis que je suis vraiment toute petite, tu vois, depuis que je suis au primaire, c'est quelque chose qui tournait dans ma tête. Je me disais, mais des fois, j'ai l'impression que les gens, ils agissent comme si la vie, elle était éternelle, tu vois. Alors que moi, depuis petite, j'ai ultra conscience que ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Du coup, je me suis toujours dit, il est hors de question qu'à mes 80 ans, et si je suis sur un lit d'hôpital, je sois là en train de me dire, oh, dans ma vie, j'aurais aimé faire ci, j'aurais aimé faire ça, j'aurais aimé faire ci. Non, j'ai là pour le faire, donc si je dois faire des trucs, c'est maintenant, quoi. Et quand j'aurai 80 ans, c'est de me dire, putain, c'était cool, quoi, tu vois. Donc même si des fois je doute, même si j'ai des moments vraiment de down, et ça m'arrive, tu vois, je peux avoir des semaines, des mois où je suis en mode, putain, ce que je fais, c'est de la merde, ça me saoule, nanana. Après, j'essaye toujours de faire en sorte, et j'ai la chance aussi d'avoir un entourage et des amis qui me soutiennent beaucoup, mais c'est de me dire,
non, la vie, elle est trop courte pour que je m'autorise pas à faire ce que j'ai envie de faire, tu vois. Peut-être qu'il y a plusieurs vies derrière, mais comme j'ai pas de preuves pour le moment, tu vois, je préfère encore faire ce qu'il faut maintenant et après on verra, quoi. Parce que j'ai une histoire un peu particulière, c'est-à-dire que moi, je suis née à Marseille, mon papa, il est de la Côte d'Ivoire, maman de la Centrafrique. Mes parents se sont rencontrés à Marseille. Et du coup, on est parti s'installer en Guadeloupe. Du coup, quand on arrive en Guadeloupe avec mes parents, ben, on est des Africains qui vont s'installer aux Antilles, quoi. Donc déjà, tu as un premier clash, entre guillemets, parce que tu as souvent eu ce truc Afrique, Antilles, etc. Donc moi, j'ai grandi déjà petite au primaire avec ce truc, t'es africaine, tu vois. T'es pas guadeloupéenne, t'es africaine. Donc déjà, à l'école, petite, j'avais des réflexions un peu racistes. T'es trop noire, t'es noire comme du charbon, t'es noire comme du caca, des trucs comme ça. Donc du coup, ça, c'est quelque chose que j'avais petite en me disant, t'es noire, t'es pas forcément belle. Tu vois, quand j'étais petite, je voulais être blanche parce que j'avais l'impression qu'il fallait être blanche pour être jolie. Après, comme je dis, c'est que j'ai là, vraiment mes parents. Et plus, c'est en grandissant que je me rends compte quand même du travail qu'ils ont fait. C'est que, pareil, mon père et ma mère, depuis petite, ils ont toujours voulu que je voyage. Donc, du coup, depuis très jeune, depuis que j'ai peut-être 11 ans, j'ai fait ce qu'on appelle des séjours linguistiques. Donc, je suis partie seule, tu vois, à l'étranger. Et pareil, à chaque fois que je partais en séjour, j'étais souvent la seule noire du groupe. On était une ou deux max, tu vois. Et pareil, en séjour, j'y vais des situations de racisme. Je me rappelle, je suis partie en Espagne un été, j'avais 13 ans. Et je rentre dans un bar. Me demande pas pourquoi je rentre dans un bar à 13 ans, c'est pas ça le truc. Mais en tout cas, je rentre dans un bar et là, tu as tout le bar qui se met à faire des cris de singe, tu vois. Donc, des situations en gros de racisme et de trucs comme ça, genre j'ai grandi avec ça, quoi, tu vois. Après, ça forge, mais en même temps, j'estime que tu n'es pas censé avoir à vivre ça, quoi, quand tu es enfant, parce que ça laisse quand même des marques. Donc derrière, tu as tout un travail qu'il faut faire pour pouvoir lutter contre ça, effacer ça, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis, quand je parle souvent de Reine des temps modernes, je dis, bah, bien souvent, c'est un projet qui est un peu égoïste parce que moi, il m'a déjà aidé, moi, tu vois, à reprendre confiance en moi, le fait d'être une femme, le fait d'être une femme noire, et surtout de me dire, il n'y a pas la femme noire, il y a des femmes, tu vois. Et on est dans la multiplicité, on est dans la diversité, et chacune a sa place, quoi. Mais ouais, des situations de discrimination, je peux t'en citer des milliers, j'en ai vécu beaucoup. Et tu vois, comparativement à ce qu'on pourrait penser, ben, j'en ai vécu en Guadeloupe, j'en ai vécu en France, j'en ai vécu à l'étranger. Enfin, le racisme en soi, il est partout, tu vois. Donc, personne n'est à l'abri. C'est pour ça aussi que c'est important de ne pas toujours pointer le doigt sur les autres. Il faut aussi prendre le temps de regarder ce qu'on fait soi-même. En fait, on m'a pas éduqué sur comment prendre confiance en moi. Parce que je pense que c'est pas que, tu vois, mes parents, ils se sont jamais assis en me disant Wendy. Mais je pense que c'est tout ce qu'ils ont mis en place sans le vouloir, des fois, ou peut-être sans faire attention. Et c'est là où je suis ultra reconnaissante parce que moi, je sais que mes deux parents, ils ont des parcours assez aussi atypiques, tu vois. Mon père, il vient de la Côte d'Ivoire, mais mes deux grands-parents, du côté de mon père, qui sont décédés, mais ils parlaient pas français, tu vois. Et mon père, il vient d'un village de Côte d'Ivoire qui s'appelle Gagnoa. Mon père, ce qui l'a aidé, c'est que. Enfin, mon père, c'est un petit génie, tu vois. Donc, c'est un petit génie des maths, des sciences. Du coup, il était très bon en maths. Du coup, il a eu des bourses qui l'ont permis de partir. Mais à la base, mes deux grands-parents, ils sont illettrés, tu vois. Ils ne parlent pas français, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, tu vois. Donc, lui, il s'est fait tout seul. Donc, après, même ce que lui nous a transmis, ce n'est pas forcément des choses que lui, il a reçues, tu vois. Donc, c'est pour ça que je me dis, je suis ultra reconnaissante par rapport à mes parents parce que ma mère, c'est pareil. Mon arrière-grand-père, pareil, tu vois, ils viennent d'un village en Afrique. Mon arrière-grand-père, c'est le premier de sa famille à aller à l'école et qui, du coup, après, il fait un parcours un peu assez extraordinaire. Mais sinon, le reste de ma famille, à l'époque, on vient d'un village, tu vois, de Centrafrique, tu vois. Et donc, après, pour lui, c'était important l'école. Donc, il pousse ses enfants à aller à l'école. Ma mère, c'était important, mais ma grand-mère, donc, pardon, la mère de ma mère, ma amie, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, tu vois. Donc, mais par contre, mes parents, ça a toujours été important pour eux qu'on puisse faire ce qu'on veut. Et c'est vrai que, tu vois, on est trois et aucun de mes frères et moi, on a un parcours classique, quoi. Mes frères, ils sont dans le sport, moi, je suis un peu dans le milieu artistique. Et, euh, et mes parents, pour eux, ça n'a jamais été... Ils ont toujours voulu qu'on puisse poursuivre leurs rêves. Donc, je dirais que sans le vouloir, ils ont mis des choses en place qui nous ont permis derrière de pouvoir être ce qu'on est aujourd'hui, mais on n'a pas eu de cours de confiance en nous, tu vois, ou
Je pense que même eux, ils savent pas forcément ce que ça veut dire, mais ouais, moi, j'estime que j'ai beaucoup de chance et que c'est un privilège parce que je sais que c'est pas donné à tout le monde et ouais, je prends ça vraiment comme un privilège. Alors déjà, quand tu es une femme dans cette société, t'as pas les mêmes chances t'as pas les mêmes chances, t'as pas les mêmes opportunités, t'as pas les mêmes expériences qu'un homme, tu vois. Ça c'est pas moi qui le dis, c'est des chiffres, c'est avéré. On est dans une société quand même où il y a encore, il y a un certain patriarcat, il y a du sexisme, voilà. Ensuite, quand tu es une femme noire, ben, c'est encore différent parce que tu n'as pas les mêmes expériences. Et c'est vrai que après, à ce niveau-là, il faut aussi se pencher sur l'histoire. C'est-à-dire que la France a une histoire quand même assez particulière. Donc, tu sais, les femmes acquièrent leurs droits dans les années 40. Les femmes blanches se battent pour leurs droits, pour obtenir certains droits, tu vois. Et en même temps, à cette même période, on est encore dans une situation assez particulière dans les ex-colonies. Donc, quand les femmes blanches se battent pour certains droits, c'est pour les femmes blanches. Et donc, les femmes noires, on est un peu mises à la traîne, ça ne nous concerne pas. C'est dans un livre là, de Françoise Vergès où elle en parle, Le ventre des femmes. Quand les femmes en France, dans les années 60, quand il y a mai 67 et les femmes se battent pour le droit à l'IVG, etc., de disposer de leur corps, ben, en même temps, dans les îles, on force les femmes à... on force les femmes à avorter, tu vois. Parce qu'on considère, on veut avoir le contrôle sur le corps des femmes noires. Donc c'est pas là, on n'a pas on n'a pas le même parcours, on n'a pas la même histoire et malheureusement même dans les mouvements féministes blancs, on prend pas souvent en compte l'expérience d'être une femme noire. Donc en soi, il n'est pas censé y avoir de concurrence. Maintenant, c'est pour ça que je dis que c'est important de regarder l'histoire et les gens qui disent ouais mais l'histoire c'est du passé, pourquoi vous regardez vers l'arrière, nanana. J'avais envie de dire une bêtise, mais je vais pas dire ça, mais pour moi, c'est du bullshit parce que tu peux pas. Tu sais, c'est comme quand tu es malade. Quand tu es malade, tu vas à la source, tu vas chercher d'où vient ta maladie pour pouvoir la guérir, tu vois. Tu peux pas que agir sur les symptômes parce que sinon la maladie, elle reste là et elle continue de pulluler, tu vois. Donc pour moi, c'est pareil avec le racisme, le sexisme et tout. Si tu veux vraiment que le racisme, le sexisme, l'islamophobie, toutes ces choses-là, l'homophobie, elles disparaissent, il faut que tu ailles chercher l'origine de ces choses-là pour pouvoir les combattre. Donc aujourd'hui, si on veut euh, mettre fin au sexisme, mettre fin au racisme, il faut savoir d'où ça vient. Et ça vient d'où? Ben, malheureusement, la France a une histoire basée sur l'esclavage, basée sur le colonialisme, basée sur la domination des corps, la domination des corps noirs. Quand tu es femme noire en France, tu grandis avec une histoire où ton histoire, c'est le corps de femme noire dans des os humains, tu vois. C'est qu'en France, quand il y avait à l'époque les expositions coloniales, nos corps de femmes noires sont exposés dans des os. Donc les gens viennent, prennent nos corps pour des choses que tu viens, que tu peux avoir un peu comme... On est des choses, il y a un code noir, on était des choses, on était des meubles, tu vois. Tout ça, ça laisse des traces. Ça fait que quand tu es une femme noire et que tu peux avoir un mec... notamment un mec blanc qui va te dire ah t'es une panthère au lit qui va t'exotiser à fond tu vois, ça vient pas de nulle part ces choses-là, ça vient de là. Donc c'est pour moi c'est important d'aller chercher dans cette histoire pour comprendre pourquoi en tant que femme noire, oui on n'a pas la même expérience qu'une femme blanche, oui on vit des discriminations différentes et puis même aujourd'hui on est en 2019 mais moi quand je suis une femme noire et que je mets ma tête sur mon CV, eh ben oui on va me rappeler moins, tu vois, alors que je peux avoir les mêmes expériences que toi. Oui, je vais avoir plus de mal à avoir un crédit immobilier ou autre que toi. Oui, je vais avoir du mal à trouver du taf. Je vais avoir du mal à trouver un logement. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, tu vois. Donc, il faut aussi accepter une certaine réalité et ne pas en avoir peur. Et derrière, c'est comment on fait pour mettre fin à ça plutôt que... on n'est pas là en train de se plaindre, hein. On n'est pas là pour ça. On est là pour voir comment on vit ensemble, comment on avance ensemble. Mais on n'est pas là pour quémander, enfin, tu vois, on n'est pas là pour ramper, quoi. Donc, c'est soit on vit d'humain à humain et on se respecte tous et on vit tous ensemble, sinon, c'est pas la peine, quoi. Donc, ouais. Oui, en tant que femme noire, on vit pas les mêmes expériences et ouais, on vit des discriminations qui sont différentes, tout comme une femme musulmane va vivre d'autres discriminations, tout comme une femme noire lesbienne va en vivre. Enfin, tu vois, c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité en fonction des catégories que tu rajoutes, tes expériences ne sont pas les mêmes, quoi.
Parce que en fonction de toutes ces choses, toutes ces expériences que tu te rajoutes, le fait que tu viennes de banlieue ou pas, en fonction de la classe sociale aussi dans laquelle tu es, aisé ou pas aisé, tu vois, tu vas vivre des choses différentes, quoi. Et ces choses-là vont avoir un impact sur comment tu vas te percevoir, comment tu vas te voir dans la société et comment tu vas pouvoir t'accepter ou non. Quand tu es une femme noire, lesbienne, une femme noire, trans, musulmane, handicapée, enfin, tu vois, et que tu ne te vois pas dans la société et que tu ne vois pas de femmes comme toi à certains postes, que tu ne vois pas de femmes comme toi dans certains espaces, tu te dis c'est pas fait pour moi. Donc tu t'extrais, tu vois, tu te mets à la marge de la société alors que non, c'est fait pour toi aussi. Mais on ne va pas te les montrer, on va pas te... C'est pour ça que c'est important pour moi quand même. La représentation, c'est pas tout, mais c'est important parce que tu peux pas être ce que tu ne vois pas, tu vois. Qu'est-ce que je dirais à la Wendy adolescente? Je lui dirais qu'elle a toujours été dans le bon, elle a toujours été dans le vrai, mais que malheureusement, des fois, elle s'est laissée un peu détourner par les avis et les regards des autres, tu vois. Et que... Parce que, parce que moi, j'ai pas l'impression que la Wendy d'aujourd'hui et la Wendy que j'ai été quand j'avais 16 ans et quand j'avais 8 ans, elles soient différentes. J'ai l'impression que c'est la même personne. C'est juste que... C'est juste que comme j'étais plus jeune, j'avais pas justement assez confiance pour me dire, ok, tes idées, genre, elles sont bonnes, ce que tu penses, t'es dans le juste, ta vision, elle est bonne. Maintenant, j'ai eu des mauvaises rencontres aussi à l'époque qui ont fait que j'avais l'impression que... Tu sais, j'ai souvent l'impression que j'étais un peu tarée, quoi. Que j'étais un peu à l'ouest. Donc du coup, ouais, je pense que je me dirais, genre, t'as jamais été à l'ouest. Genre, t'étais toujours dans le juste, tu vois. Maintenant, c'était aussi nécessaire et tu n'as pas à t'en vouloir de ces expériences-là parce que c'est aussi ce qui fait que tu es la personne d'aujourd'hui. Mais genre, tu étais déjà une badass dès le début, tu vois. De ouf. Je suis passionnée de ciel, ok? Du coup, moi, les couchers de soleil, c'est vraiment genre un truc qui me met dans une situation un peu d'extase, tu vois. Et je dirais que les couleurs qui me définissent, c'est les couleurs du ciel parce que justement, elles changent. Elles changent tous les jours et tu sais, c'est ce truc où tu as des espèces de mélanges, tu sais jamais ce que ça va donner, mais à chaque fois, genre, c'est le feu, quoi. Et ouais, je dirais que c'est ça mes couleurs préférées. Mes couleurs qui me définissent, c'est les couleurs du ciel parce que tu sais jamais quelle combinaison ça va donner, mais à chaque fois, tu vas en prendre plein la gueule. Donc ouais, et vu que je suis amoureuse du ciel, c'est ça mes couleurs. En fait, à chaque fois que je regarde le ciel, j'ai toujours l'impression qu'il dit des poèmes, tu vois. Et, et pour moi, la poésie, c'est ça. C'est, tu vois, c'est ce truc où des choses simples, des choses simples, bien combinées, explosent, quoi. Et le ciel a cette capacité à chaque fois de prendre des éléments qui, au final, sont toujours les mêmes, mais genre, il y a juste un détail qui change. Et tu sais, les couleurs, c'est ça. Tu peux juste changer un chiffre, une lettre sur ta palette, et puis à chaque fois, tu as un résultat différent, quoi. Donc ouais, moi, je m'autorise à être toutes les couleurs si je veux être toutes les couleurs. Voilà.